Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est en français puisque je vais lire à voix haute. Hello, this video is in French because I will read my book, but maybe it's better for you if you want to sleep. En ce moment, je lis Le Prince de Machiavel puisque depuis quelques mois, j'ai décidé de me cultiver, notamment en littérature et en philosophie, et comme j'avance chronologiquement, j'en suis à la Renaissance, j'arrive et j'ai donc décidé de lire Le Prince de Machiavel parce que je crois que c'est une référence et notamment rien que pour l'adjectif machiavélique, j'avais envie de beaucoup plus le découvrir. Je me suis aussi rendu compte que pour les livres de ce genre, j'aimais beaucoup les lire à voix haute pour pouvoir mieux m'approprier les textes parce que c'est assez dense et comme j'aime en même temps annoter, comme c'est un livre à ma mamie, j'en prends soin, donc je souligne certains passages au crayon papier et je mets des petites tabs pour certains endroits que je veux retrouver. Et je vous propose donc de faire ça ensemble pendant que vous vous reposez ou que vous travaillez. Vous allez arriver en plein milieu, vous n'allez peut-être pas comprendre, ne vous inquiétez pas. Chapitre 7. Combien de sortes d'armées il y a et des soldats mercenaires? Ayant examiné en particulier toutes les variétés de ces monarchies desquelles au commencement je me proposais de traiter, considérer à certains égards ce qui leur fait du bien et du mal et montrer par quels moyens beaucoup ont cherché à les acquérir et à les garder, il me reste à présent à exposer de façon générale ce qui peut arriver à chacune de celles qu'on a nommées en ce qui concerne l'attaque et la défense. Nous avons dit plus haut qu'il est nécessaire au prince que ses fondements soient bons, puisqu'il parlait de racines. Autrement, il est inévitable qu'il tombe. Les principaux fondements qu'aient tous les États, tant nouveaux qu'anciens ou mixtes, sont les bonnes lois et les bonnes armes. Et comme il ne peut y avoir de bonnes lois là où il n'y a point de bonnes armes, et que là où il y a de bonnes armes, il y a nécessairement de bonnes lois, je m'abstiendrai de traiter des lois et parlerai des armes. Ça lui ressemble beaucoup. Je dis donc que les armes avec lesquelles un prince défend son État, ou lui sont propres, ou sont mercenaires, ou auxiliaires, ou mixtes. Les mercenaires et auxiliaires sont inutiles et dangereuses, et qui tient son état fondé sur les troupes mercenaires n'aura jamais stabilité ni sécurité. Elles sont sans unité, ambitieuses, indisciplinées, infidèles, vaillantes avec les ennemis lâches. Point de crainte de Dieu, point de foi avec les hommes. Et l'on ne diffère la défaite qu'autant qu'on diffère l'assaut. Dans la paix, on est dépouillé par eux, dans la guerre, par les ennemis. La raison en est qu'ils n'ont d'autre amour, ni d'autre raison qui les retiennent au camp qu'un peu de solde, ce qui n'est pas suffisant à faire qu'ils veuillent mourir pour toi. Ils veulent bien être tes soldats tant que tu ne fais pas la guerre, mais la guerre venue ou s'enfuir ou s'en aller. C'est de quoi je ne devrais pas avoir grand-peine à persuader, car à présent la ruine de l'Italie n'est causée par rien d'autre que pour s'être, pendant de nombreuses années, reposée sur les arbres mercenaires. Elles paraissent vaillantes entre elles. Je veux démontrer mieux la disgrâce de ces armes. Donc là, il parle vraiment que des forces mercenaires. Les capitaines mercenaires, ou sont d'excellents hommes de guerre ou non. S'ils le sont, tu peux te fier à eux, car toujours ils aspireront à leur propre grandeur, en t'opprimant toi qui es leur patron, ou en opprimant d'autres contre ton intention. Mais si le capitaine n'est pas habile homme, il te mène à ta perte. Et si l'on répond que quiconque aura les armes en main en fera autant, mercenaire ou non, je répliquerai que les armes doivent être utilisées ou par un prince ou par une république. Le prince doit aller à l'armée en personne et faire lui-même office de capitaine. La République doit envoyer ses citoyens. Et quand elle envoie un qui n'apparaisse pas habile homme, elle doit le changer. Et quand il l'est, le tenir en bride par les lois pour qu'il ne s'écarte pas du droit chemin. Ça rejoint ce qu'il disait sur la violence, qui est vraiment dans un cadre. Et par expérience, on voit les seuls princes et républiques armés faire de très grands progrès et les armes mercenaires ne jamais faire que du mal. Il parle de Rome et Sparte. Les Suisses sont très armés et très libres. J'aimais bien. Il ne peut
y avoir de bonnes lois. Sénégal, il explique, c'est un très long exemple. Sur la première il n'y a pas grand-chose à faire que leur capitaine. C'est bien de le mettre à mort, il y a beaucoup de mise à mort. Car de cette sorte d'armée naissent seulement des lentes, tardives et faibles conquêtes et les pertes subites prodigieuses. Et puisqu'avec ces exemples, je suis venue en Italie, laquelle a été un mercenaire, je veux parler d'elle en remontant plus haut. Dans l'Empire, l'Italie se divise en plusieurs États. L'Italie étant quasi passée dans les mains de l'Église de quelques républiques et ses prêtres et ses autres citoyens étant accoutumés à ne rien connaître aux armes, ils commencèrent à soudoyer des étrangers. Voilà comment ils disent qu'il arrive à une armée très mercenaire. Et les choses étaient venues à ce point que dans une armée de 20 000 soldats, il ne se trouvait pas 2000 fantassins. Des soldats auxiliaires, mixtes et propres. Les troupes auxiliaires, qui sont l'autre sorte de troupes inutiles, c'est quand on fait appel à quelqu'un potentat qui, avec ses troupes, te viennent aider et défendre. Oui, il a beaucoup parlé de la souveraineté des peuples à savoir se défendre dans des pays. Comme fit naguère le pape Jules, qui est une entreprise. Ces troupes peuvent être utiles et bonnes pour elles-mêmes, mais sont, pour qui les appelle, presque toujours nuisibles. Car en cas de défaite, tu restes battu. En cas de victoire, tu demeures prisonnier. Et encore que les exemples en abondent dans l'histoire ancienne, je ne veux néanmoins pas m'éloigner de cet exemple tout frais, d'il y a maintenant 500 ou 600 ans, 500 ans. Donc, sa bonne fortune finit une troisième situation. Les Florentins devaient désormais conduire 10 000 Français à Pise pour s'en emparer. Et en prenant ce parti, ils se mirent en plus grand danger qu'en aucun temps l'entreprise. Celui donc qui veut ne pouvoir vaincre, qu'il use de ses troupes, car elles sont beaucoup plus dangereuses que les mercenaires. La ruine est chose faite. Elles sont toutes unies, toutes pliées à obéir à un autre. Les troupes mercenaires, pour s'attaquer à toi lorsqu'elles sont victorieuses, il leur faut plus de temps à meilleure occasion, parce qu'elles ne forment pas un seul corps et qu'elles sont recrutées et payées par toi. Et chez elles, un tiers que tu mets à leur tête ne peut pas prendre tout à coup assez d'autorité pour s'attaquer à toi. En somme, dans les troupes mercenaires, le plus dangereux c'est la lâcheté, dans les auxiliaires, la vaillance. C'est pas du tout les mêmes types d'organisation. C'est des professionnels. C'est pourquoi un prince sage, toujours à éviter ces armes-là, et s'est tourné vers celles qui lui sont propres. Et il a plutôt voulu perdre avec les siennes que vaincre avec les autres, jugeant que ce n'est pas une vraie victoire que celle qu'on acquérait par les armes d'autrui. Je n'hésiterai jamais à léguer ses apports et ses actions. Ce duc entra en Romagne avec les armes auxiliaires et conduisant des troupes entièrement françaises. Il prit des villes, il s'en alla vers les mercenaires, jugeant que le péril était moindre. Il prit d'autres villes et il découvrit ensuite qu'elles étaient douteuses, infidèles et dangereuses. Il les supprima, se tourna vers ses armes propres. Et l'on peut voir facilement
Quelle différence il y a entre l'une et l'autre de ces armes, en considérant la différence qu'il y a eu dans la réputation du duc quand il avait les Français seulement, quand il avait les Orsini d'Italie, et quand il restait avec ses soldats ne dépendit que de lui-même. Et l'on trouvera qu'elle ne cessa de croître, et qu'il ne fut jamais pleinement estimé que lorsque chacun vit qu'il avait la pleine possession de ses troupes. Il parle encore Hieron de Syracuse. En pièces. Il fait graisser ça. Bref, les armes d'autrui, où elles te tombent du dos, où elles te pèsent, où elles te serrent. Charles VII, père du roi Louis XVI, ayant eu la bonne fortune et le talent, ça c'est quelque chose qu'il a bien mentionné avant, de libérer la France des Anglais, aperçut cette nécessité de s'armer de ses propres armes, instituant son royaume l'ordonnance de la cavalerie, celle de l'infanterie. Depuis, le roi Louis, son fils, supprima celle de l'infanterie et commença à soudoyer des Suisses. Et cette erreur, continuée par les autres, est, comme on le voit aujourd'hui par l'expérience, la cause des périls de ce royaume. Il a donné réputation aux Suisses, il a abattardi toutes ses forces, entièrement aboli l'infanterie. Il a fait dépendre ces gens de cheval des armes d'autrui. De là vint que les Français ne suffisent pas contre les Suisses, et sans les Suisses ne font rien de bon contre les autres. Les armées de France se sont retrouvées mixtes, partie troupes mercenaires, partie troupes propres. Et ces troupes toutes ensemble sont bien meilleures que les purs auxiliaires ou les purs mercenaires, et bien inférieures aux troupes propres. Le royaume de France serait invincible si les institutions de Charles avaient été perfectionnées ou préservées. Mais le peu de jugement des hommes commence une chose, sans que, parce qu'elle a leur bonne odeur, on s'avise du venin qui est par-dessous. C'est pourquoi celui qui, dans une monarchie, ne voit pas les mots quand ils naissent, n'est pas véritablement sage, et cela est donné à peu de gens. Et si l'on considérait la première cause de la ruine de l'Empire romain, on trouverait que ça a été seulement de commencer à soudoyer les côtes. Parce que dès ce premier moment commencèrent à s'énerver les forces de l'Empire romain et toute cette vaillance qui se retirait de lui passait chez eux. Je conclus donc que, si elle n'a des armes propres, aucune monarchie n'est sûre. Au contraire, elle est toute à la merci de la fortune, n'ayant point de vaillance, qui, avec foi dans l'adversité, la défendent. Et ce fut toujours une opinion et maxime des hommes sages. C'est du latin. Citation approximative, faite de mémoire. Que rien n'est aussi faible ou instable que le renom d'une puissance qui ne fonde pas sur ses propres forces. Ce serait de Tacite. Et les forces propres sont celles qui sont composées ou de sujets, ou de citoyens, ou de tes créatures. Toutes les autres sont ou mercenaires ou auxiliaires. Et la façon d'organiser les forces propres sera facile à trouver. Il va les expliquer ensuite. J'imagine. Un prince. Chapitre 14. Ce qui convient au prince en matière militaire. On va vraiment faire la partie... Un prince, donc, ne doit avoir autre objet ni autre pensée, ni prendre aucune chose pour son art, hormis la guerre et les institutions et sciences de la guerre, car elle est le seul art qui convienne à qui commande. Elle est le seul art qui convienne à qui commande. Et il a une telle vertu que non seulement il maintient ceux qui sont des princes, mais souvent fait monter à ce rang les hommes de condition privée, et inversement. On voit que quand les princes ont pensé au plaisir plus qu'aux armes, ils ont perdu leur état. La première cause qui te fait le perdre est de négliger cet art, et la raison qui te le fait acquérir est d'être expert en cet art. Sforza, pour avoir pris les armes d'homme privé devint duc de Milan. Ses fils, pour avoir fui les travaux des armes de duc devint homme privé. Être désarmé, en effet, entre deux sources de maux que cela entraîne, te vaut d'être méprisé, ce qui est un des mauvais renoms desquels un prince doit se garder. On le dira plus loin. C'est qu'entre un homme armé et un homme désarmé, il n'y a pas du tout de rapport, et il n'est pas logique que qui est armé obéisse volontiers à qui est désarmé, ni qu'un homme désarmé soit en sûreté entre des serviteurs armés. Car y ayant chez l'un mépris et chez l'autre soupçon, il n'est pas possible qu'il y ait un bon accord entre eux. Et c'est pourquoi un prince qui ne s'entend pas l'art militaire, outre les autres disgrâces comme on a dit, ne peut être estimé de ses soldats ni se fier à eux. Et j'imaginais qu'il parlait aussi du coup des autres pays. Il ne doit donc jamais détourner sa pensée de l'exercice de la guerre. Et dans la paix, s'il doit plus s'exercer que dans la guerre.
ce qu'il peut faire de deux façons. Un, par les œuvres, l'autre par l'esprit. Par les œuvres, outre qu'il tiendra ses jambes bien réglées exercées, il doit sans cesse aller à la chasse et par là accoutumer son corps à la peine et en même temps apprendre la nature des sites et comment s'élèvent les montagnes, comment s'ouvrent les vallées, comment s'étendent les plaines, et comprendre la nature des fleuves et des marais. Et tout cela, apporter le plus grand soin. Cette connaissance est utile de deux façons. Alors, le grand 1, par les œuvres. Petit 1, petit a. D'abord, on apprend à connaître son pays et l'on peut mieux en entendre la défense. Petit b. Moyennant la reconnaissance et pratique de ces sites, comprendre facilement tout autre site qu'il lui faudra nouvellement connaître. Car ces collines, les vallées sont semblables d'un endroit à l'autre. Le prince qui n'est pas expert dans cette partie, il lui manque le premier bagage que veut avoir un capitaine, car c'est lui qui enseigne à trouver l'ennemi, prendre ses quartiers, conduire les armées, les mettre en ordre de bataille, assiéger les villes à son avantage. On a l'exemple maintenant. Prince des Achéens. Il y a qu'en termes de paix, il ne pensait jamais qu'aux pratiques de la guerre, et quand il était à la campagne avec ses amis, souvent il s'arrêtait et discutait avec eux. Si les ennemis étaient sur cette colline, et que nous nous trouvions ici avec notre armée, qui de nous aurait l'avantage? Comment pourrait-on en rester en ordre? Allez les trouver. Si nous voulions nous retirer, comment devrions-nous le faire? Si eux se retiraient, comment devrions-nous les poursuivre? Et il leur proposait en marchant tous les cas qui peuvent advenir dans une armée. Il écoutait leur opinion, disait la sienne, la confirmait en donnant ses raisons. Quant à l'exercice de l'esprit, grand 2. Le prince doit lire les livres d'histoire et considérer l'action des grands hommes. Oui, il en parle beaucoup, ça du fait d'apprendre de ceux qui ont été là avant nous. Il considère l'action des grands hommes, voir comment ils se sont gouvernés à la guerre, examiner les causes de leurs victoires et défaites pour pouvoir éviter celle-ci et imiter celle-là. Et surtout, faire comme a fait dans le passé tel ou tel grand homme, qui a pris pour modèle quelques personnages qui avant lui a été loué et glorifié. Il a toujours gardé près de soi le récit de ses faits et gestes. Comme on dit qu'Alexandre le Grand imitait Achille, César, Alexandre, Scipion, Cyrus. Tâche dans les façons de faire que d'observer un prince sage, et jamais en temps de paix il ne doit rester inactif, mais mettre son industrie et en faire un capital pour pouvoir y avoir recours dans l'adversité, afin que si la fortune vient à tourner, elle le trouve prêt à lui résister. Jamais en temps de paix son industrie et en faire un capital pour pouvoir y avoir recours dans l'adversité, afin que si la fortune vient à tourner, elle le trouve prêt à lui résister. Chapitre 15. Des choses pour lesquelles les hommes et surtout les princes sont loués ou blâmés. On quitte la partie militaire. Reste maintenant à voir quelles doivent être les façons et gouvernements d'un prince avec ses sujets et avec ses amis. Les notes pour amis. Chez Machiavel, ami signifie ami ou allié. On pensait bien comprendre, oui. Et comme je sais que beaucoup ont écrit là-dessus, je crains, en écrivant moi aussi, d'être tenu pour présomptueux parce que je m'écarte, surtout dans la discussion de cette matière, du chemin suivi par les autres. Mais mon intention étant d'écrire quelque chose d'utile à qui l'entend, il m'a paru plus pertinent de me conformer à la vérité effective de la chose qu'aux imaginations qu'on s'en fait. Beaucoup se sont imaginés des républiques et monarchies qui n'ont jamais été vues ni connues pour vrai. En effet, il y a si loin de la façon dont on vit. En effet, il y a si loin de la façon dont on vit à celle qu'on devrait vivre. En effet, il y a si loin de la façon dont on vit à celle dont on devrait vivre, que celui qui laisse ce qui se fait pour qu'il se devrait faire apprend plutôt à se détruire qu'à se préserver. Car un homme qui en toute occasion voudrait faire profession d'homme de bien, il ne peut éviter d'être détruit parmi tant de gens qui ne sont pas bons. Aussi est-il nécessaire à un prince, s'il veut se maintenir, d'apprendre à pouvoir n'être pas bon et d'en user. Et n'usez pas selon la nécessité. Je ne comprends pas la phrase. Il le dit souvent, qu'il faut être mauvais si c'est nécessaire.
Un homme qui en toute occasion voudrait faire profession d'homme de bien et ne peut éviter d'être détruit parmi tant de gens qui ne sont pas bons. On ne peut pas être bon parce que les gens ne sont pas bons autour de nous. Un homme qui en toute occasion voudrait faire profession d'homme de bien peut éviter. Laissant donc de côté les choses qu'on a imaginées pour un prince et discourant de celles qui sont vraies, je dis qu'à tous les hommes, quand on parle d'eux et surtout aux princes parce qu'ils sont placés plus haut, on attribue quelques-unes de ces qualités qui leur apportent blâme ou louange, c'est-à-dire que tel est tenu pour libéral, tel pour ladré, miséreux, ils sont ici un terme toscan. C'est miséreux. Rapine, désir posséder. Celui ça vient de... Tel est dit généreux, tel rapace, tel cruel, tel pitoyable, l'un parjure, l'autre royal, l'un féminité et pusillanime, l'autre fier et courageux, l'un affable, l'autre orgueilleux. Je sais que chacun confessera que ce serait chose tout à fait louable que chez un prince on trouva, de toutes ces qualités susdites, celles qui sont tenues pour bonnes. Mais comme elles ne peuvent avoir ni observé entièrement à cause des conditions humaines qui ne le permettent pas, il lui est nécessaire d'être assez sage pour savoir éviter le mauvais renom de ces vices qui lui feraient perdre son état, et de ceux qui ne lui feraient pas perdre, se garder, s'il lui est possible, mais ne le pouvant pas, il peut avec moins de réserve s'y laisser aller. C'était une très longue phrase. Et même qui n'est cure d'encourir le mauvais renom de ces vices sans lesquels il pourrait difficilement sauvegarder l'état, car tout bien considéré, on trouvera quelque chose qui paraîtra vertu, et s'y conformer serait sa ruine, et tel autre qui paraîtra vice, et s'il s'y conforme en résulte sa sécurité et son bien-être. Mais c'est vraiment le roi avant tout. Bon. Il explique ensuite les qualités. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous laisse me dire si vous voulez qu'on continue à lire ensemble. J'aime toujours vous proposer des livres. Ça fait pas du tout partie des vidéos les plus vues, mais je trouve ça très reposant à faire comme contenu. Voilà, c'était tout. For the person here who are English, I hope you spent a good time with me. My videos with books are not really the best videos here, but I love them. They are really relaxing for me to do. So goodbye, good night.